Avec cette carte graphique, on entre dans la catégorie de je n'existe pas ou je ne devrais pas exister. C'est une carte que j'ai pas vu tester sur YouTube FR et pourtant c'est un truc bien bizarre. La carte que vous avez là, c'est une Soyo RX 6600M avec un M comme mobile. Ça embarque une puce graphique de PC portable. Alors forcément, fallait que je teste ça. Alors, pour vous planter le décor, c'est bien une carte graphique de bureau sur laquelle des vendeurs AliExpress ont soudé une puce de PC portable, la RX 6600M, qui a les mêmes caractéristiques que la 6600 de bureau, mais avec une consommation bien plus basse. Alors, pourquoi avoir fait ça? Eh bien, il paraît qu'à un moment donné, il y a eu surproduction, trop de puces, ils ne savaient plus quoi en faire, et ils se sont dit, et pourquoi pas en vrai? Du coup, cette vidéo est sponsorisée par AliExpress, que je ne vous présente plus, site de e-commerce chinois. Ils m'ont proposé des produits à tester, dont cette carte, et je peux vous dire ce que je veux. Alors maintenant, la vraie question, est-ce que ça marche? J'ai testé en option élevée avec un 7945 HX3D et 32 Go de DDR5 en 1080 et 1440p. Alors on commence par Counter-Strike en 1080p, c'est une belle surprise honnêtement, les FPS sont là en 1080p en élevé, on a quand même pas loin des 300 FPS avec des FPS moyens aux alentours de 220 FPS et des 1% low qui sont corrects. La température se tient dans les 64 degrés, ce qui est pas mal du tout. On voit ensuite que même en 1440p c'est très correct, c'est même étonnant que ça marche aussi bien. J'ai même testé en 4K, elle manque d'allonge quand même aux alentours de 75 FPS en moyenne. Ça se sent, mais c'est une bonne surprise. Fortnite, là, en 1080p, ça passe bien. Si vous n'êtes pas trop gourmand sur les options, pas trop élevé, ça passe carrément bien. On se retrouve quand même avec des FPS moyens aux alentours de 130, 140 FPS, 100 FPS parfois, c'est très largement jouable sans souci. Par contre, quand on monte dans les options, on se retrouve vite avec des limites. Là, par exemple, quand je suis passé en 1440p, on voit quand même que ça a tendance à chuter et surtout les 1% low qui commencent à montrer les limites de la carte. Forza Horizon 5, c'est un jeu quand même assez récent, j'ai pas encore testé le nouveau, mais ça donne déjà une idée, elle est bien à l'aise. 122 FPS en 1080p en élevé, avec des 0.1 low à 86 FPS. Quand on passe en 1440p avec les mêmes options, on voit une chute, mais pas non plus énorme, à 93 FPS de moyenne, franchement, c'est classe, et 72 FPS pour la chute la plus basse. J'ai tenté un 4K, on a quand même 57 FPS, c'est jouable, mais pas confortable. Arc Raider, là, elle commence à tirer la langue. Ça reste jouable en 1080p du moment que vous augmentez, encore une fois, pas trop les options. Ça reste dans les 60 FPS en moyenne, avec des 1% low qui tombent assez vite. En gros, on trouve quand même quelques baisses, mais est-ce que ça rend vraiment le jeu injouable au final? Non, quand même pas. Pareil, en 1440p, on voit qu'elle aime pas. On est aux alentours de 40 FPS, mais ça reste jouable. GTA V, là, c'est la bonne surprise aussi. On est quand même à 150-160 FPS en moyenne et franchement, ça envoie pas mal. Vraiment content de ce jeu-là. Pareil, attention aux options, mais ça tourne quand même avec une belle moyenne. En passant en 1440p, on est quand même à 95 FPS de moyenne. S'il y a 2-3 explosions, ça va vite faire chuter les FPS. Mais après, pour chiller classique, franchement, ça va super bien. Sur des jeux qui ont déjà quelques années, genre Counter-Strike, Fortnite et Forza, GTA aussi, ça va, ça passe, même si forcément, ça peut être vite compliqué. Mais du moment qu'on dépasse les 130-140 FPS sur un FPS compétitif, ça reste franchement impressionnant pour une carte de cette gamme-ci. On va pas se mentir, pour une carte à 170 €, je l'ai même vu à 155 €, c'est fait pour du 1080 et elle n'ira pas beaucoup plus loin, elle va vite commencer à montrer ses limites. Pour des benches plus synthétiques, comme on peut avoir dans 3D Mark, là aussi, bonne surprise, 7564 sur TimeSpy. Le score global est poussé par le processeur avec une moyenne sur les RX 6600 classiques de 8564, mais avec une consommation bien plus élevée de l'ordre de 170 watts. Et puis c'est toujours rigolo de faire des scores légendaires quand la plateforme n'a jamais été testée. Là, on est à 100 watts tout rond, et avec Style Nomade, on est à 1419, avec une moyenne à 1450 normalement. Elle est loin d'être larguée par rapport aux 6600 de bureau. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, je pensais vraiment que ça allait être nul. Mais genre, nul, pas nul catastrophique, mais un truc qui dépanne à peine. Et en fait, ben non. Et forcément, avec une carte pareille, il faut regarder ce qu'ils ont dû sacrifier pour arriver à ce prix. Techniquement, c'est les mêmes spécifications qu'une RX 6600 de bureau, avec un TGP total de la carte à 100 watts, avec 80 pour le GPU et 20 pour le reste de la carte. On est sur une architecture RDNA 2 avec 8 Go de mémoire vive en GDDR6 quand même, ça date d'octobre 2021. Esthétiquement, elle a rien.
Il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de couleurs différentes, c'est un carénage noir tout en plastique avec deux ventilateurs de 85 mm. On voit au travers des pales que le radiateur est tout en alu, un peu comme sur les radiateurs des PC des années 90 ou des 1060. C'est pas des ailettes fines comme sur les modèles plus haut de gamme à l'heure actuelle. On a un port HDMI et 3 ports DisplayPort et un port d'alimentation en 8 pins classique. Bon, ça, c'est quand même l'indice pour se dire que c'est une carte qui est quand même pas un foudre de guerre. Les modèles plus costauds, bah forcément, il y en a un peu plus. Du coup, overclocking, totalement impossible sur cette carte. Tout est verrouillé de base dans les drivers. Apparemment, il y aurait la solution de flasher le BIOS de la carte avec un BIOS de 6600 classique pour récupérer les options. Mais le risque, c'est de briquer la carte, donc on ne peut plus l'utiliser et du coup, on ne pourrait plus rien en faire à part la renvoyer. Les drivers, c'est les drivers AMD tout à fait classiques, il n'y a pas à chercher un driver spécial. Je vous mets aussi le lien en description, mais en vrai, vous cassez pas la tête, vous prenez les drivers sur le site AMD et ça fonctionnera du premier coup. Par contre, petit bémol qu'il faut quand même noter, c'est que du coup, les ventilos sont pas réglables non plus. Maintenant, il faut qu'on parle des températures. En vrai, les températures sont quand même largement contenues. On voit que c'est bien stable dans le temps, c'est quasi tout le temps aux alentours de 70 degrés, avec un hotspot à 80. La plaque arrière reste fraîche, même si en vrai c'est du plastique, ça diffuse pas trop, on est aux alentours de 35 degrés. Je l'ai ouverte, donc j'ai changé la pâte thermique et j'ai gagné 2 degrés en full. C'est pas la folie, mais c'est quand même à savoir. Je pense qu'ils n'utilisent pas une pâte thermique non plus de la folie. Donc en idle, avec le micro pas loin de la carte, on est à 36-37 dB et en full, on est aux alentours de 56 dB. Donc elle s'entend, mais elle fait pas un bruit fou. Une fois le boîtier fermé, on l'entend tourner comme un ventilo. Après, même en full, là, on est à 69 degrés, ils sont pas à fond, ils sont à 2200 tours minute, ça s'entend, mais c'est pas hyper bruyant comme une 3 ventilo qui peut être à fond. D'ailleurs, une question qu'on voit souvent passer, c'est est-ce que les vendeurs AliExpress utilisent du matériel reconditionné ou est-ce que c'est neuf? Alors, normalement, non. Enfin, de ce que moi j'en ai vu. C'est-à-dire, j'ai démonté la carte et presque tout paraît tout à fait neuf, sauf la puce. C'est possible que la mienne soit une puce reconditionnée. Alors, quand j'ai démonté, j'ai vu des rayures sur les côtés de la puce, une trace de doigt et un coin du die un peu ébréché. Bon, en vrai, même s'il est ébréché, ça n'a posé aucun problème. Mais je ne sais pas ce qu'elle a subi. Si effectivement c'était des puces reconditionnées, donc qui demandent de la manipulation, on voit de toute façon la manipulation. Elle est un peu rayée, un peu sale. Dans tous les cas, il y a ces traces de première utilisation. Après, le radiateur est vraiment pas hyper beau, même une fois nettoyé. Est-ce que ça pose problème? Non. Mais est-ce que c'est neuf? Bah, je sais pas. C'est possible que ce soit juste des saletés de la production. Ça fait son travail, oui, mais c'est ni joli ni propre. Franchement, un petit peu bof. Je voulais aussi parler de la livraison AliExpress. La carte, celle-ci, je l'ai commandée un vendredi et je l'ai reçue le mardi d'après. Elle est partie d'un entrepôt français. Elle est arrivée par GLS sans souci. Je pensais pas l'avoir en à peine 2 jours. Le problème par contre sur AliExpress, on le connaît, c'est la garantie qui est quand même franchement limitée. Mais si vous en prenez soin, je ne vois pas pourquoi cette carte devrait rendre l'âme plus vite que les autres. La livraison est rapide, la carte fonctionne, on a une garantie au départ de 45 jours et ensuite c'est le vendeur qui prend en charge, mais on dépasse jamais les 2 ans. Alors là, c'est Soyo, du coup la marque, qui fait son travail et il commence quand même à avoir pignon sur rue. Donc encore une fois, je ne verrai pas pourquoi, si vous avez un problème, au bout d'1 an, vous devriez vous retrouver avec une carte qui ne serait pas prise en charge au final. En même temps, si vous prenez une occasion, c'est pareil, une fois la transaction faite, vous cliquez sur OK, elle tombe en rade, c'est mort, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, pour qui? Eh bien, cette carte, je la recommanderais surtout à des petits budgets. Soit ceux qui veulent se faire un PC gamer vraiment pas cher, sachant qu'on est à peu près au niveau des performances d'une RX 5700 XT, qu'on trouve à peu près au même prix, mais en occasion, ou d'une RTX 2070 un peu moins chère aussi en occasion. Je la conseillerais aussi à ceux qui veulent se faire une installation avec un Oculink ou un Thunderbolt vraiment pas cher, genre mini PC gamer avec un setup un peu Frankenstein, hein, mais qui pourrait bien fonctionner. Si vous pouvez mettre par contre 50 € de plus dans une 3070 ou une 3060 à bon prix, que vous allez la chercher pas loin de chez vous, la tester, je dirais allez-y et franchement laissez tomber cette carte. Par contre, si vraiment le truc de je veux une carte neuve, c'est important pour la durée de vie, il faut quand même se dire qu'à l'heure actuelle, la première carte potable avec 8 Go de VRAM, c'est une ARC A750 à 220 € ou une RTX 3050 à 290 € qui sont toutes les deux moins performantes que cette RX 6600M. Donc là, autant
partir sur celle-là, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Alors, est-ce que je recommande ou pas la RX 6600M? Eh bien en vrai, c'est un peu mitigé. Ça reste un bricolage, un vrai bricolage chinois. La carte en elle-même est plutôt bonne. En vrai, on se retrouve avec une carte qui fonctionne, alors que j'y croyais pas un instant et qui en plus reste performante quoi qu'il arrive. Si vraiment vous n'arrivez pas à trouver une carte à bon prix ou les vendeurs se touchent un peu la nouille sur les prix, franchement, c'est une super alternative. Alors, est-ce que c'est la meilleure carte graphique du monde? Mais clairement pas. Mais est-ce que ça vaut les 155 € qu'on peut la payer? Franchement, oui. Est-ce que c'est l'une des cartes les plus cheloues que j'ai testées cette année? Là, clairement aussi. Le truc qui me surprend le plus au final, c'est même pas les perfs, c'est que ça fonctionne, mais genre, vraiment, c'est incroyable pour ce truc-là. Et maintenant qu'on a répondu à la question, est-ce que ça marche? Il reste à répondre à une autre question. Jusqu'où on peut pousser le concept du setup débile? Je pense que je vais essayer de construire la machine la plus débile possible autour de cette carte. Alors, abonnez-vous, restez bien connectés et à la prochaine. Salut!